J'ai entendu ma mère m'être traitée de stupide devant toute la famille. Ils ont trinqué en disant, à la santé des idiots qui ont de l'argent. Un mois plus tard, ils préparent la fête de fiançailles de ma sœur dans mon chalet à la montagne, mais j'avais déjà changé toutes les serrures. J'ai entendu ma mère me traiter de stupide devant toute ma famille. J'ai entendu mon père se vanter de m'avoir escroqué. J'ai entendu ma propre sœur rire de la façon dont elle a détruit ma vie amoureuse par pure jalousie. Ils ont tous porté un toast aux idiots qui ont de l'argent, sans savoir que l'idiote en question se tenait juste derrière la porte, le cœur en miettes. Un mois plus tard, ils préparaient la fête de fiançailles de ma sœur dans mon chalet à la montagne, mais j'avais déjà changé toutes les serrures. Ce qui a suivi a été la fin de ma famille, et le début de ma nouvelle vie. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à moi pour cette histoire. C'est une histoire difficile à raconter, mais je pense qu'il est important de la partager. Avant de plonger dans les détails, j'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point nous sommes tous connectés. Maintenant, laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans. Pour quiconque regarde ma vie de l'extérieur, j'ai tout pour être heureuse. Un poste de directrice marketing dans une belle entreprise à Lyon, une indépendance financière pour laquelle j'ai travaillé sans relâche, un cercle d'amis restreint mais fidèles. En apparence, ma vie est une réussite. Mais sous cette surface polie, il y a une fissure, une solitude qui s'est installée il y a 3 ans, après mon divorce. Ce n'était pas un divorce acrimonieux, juste la triste conclusion que nos chemins s'étaient séparés. Nous n'avions pas d'enfants, ce qui a simplifié les choses. Le seul bien que nous devions partager était notre petit coin de paradis, un chalet en bois niché dans les montagnes de Savoie, avec une vue imprenable sur le lac d'Annecy. C'était notre refuge, le lieu de nos plus beaux souvenirs. Mais après la séparation, ces souvenirs étaient devenus douloureux. Mon ex-mari, Marc, n'en voulait plus. Il était retourné à Paris, préférant l'agitation de la ville au calme des montagnes. Le chalet est donc devenu entièrement mien. Ma première pensée, la plus logique, a été de le vendre. La vente me permettrait de solder le crédit de mon appartement à Lyon, et même d'envisager un logement plus grand. Une vie sans dette, une page entièrement nouvelle. C'était un plan parfait, rationnel. Mais j'avais oublié une variable dans mon équation, ma famille. Ma famille? Comment la décrire? Il y a mes parents, Hélène et Bernard, tous deux à la retraite après des carrières modestes. Et puis il y a ma petite sœur, Léa, de 5 ans ma cadette. Depuis notre plus tendre enfance, les rôles étaient clairement définis. J'étais la grande, la responsable, celle qui réussissait à l'école, celle sur qui on pouvait toujours compter. Léa, c'était la petite, la princesse, charmante et un peu fragile, celle qu'il fallait toujours protéger et aider. Cette dynamique a persisté à l'âge adulte. Après mon divorce, ce besoin de me sentir utile, de faire partie d'un noyau familial solide, est devenu plus fort que jamais. La solitude peut vous faire prendre des décisions avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Lorsque j'ai annoncé mon intention de vendre le chalet lors d'un dîner dominical, ce fut comme si j'avais annoncé une catastrophe nationale. Le visage de ma mère s'est décomposé. Vendre le chalet? Mais Chloé, tu ne peux pas faire ça, s'est-elle exclamée, la voix tremblante. Pense à tous les souvenirs. Pense à tous les Noëls que nous pourrions y passer, tous ensemble. Léa a immédiatement renchéri, les yeux brillants, oui, Chloé. Ce serait notre refuge familial. L'endroit où on se retrouverait tous. Mon père, lui, est resté silencieux, mais son regard désapprobateur en disait long. J'ai essayé d'expliquer ma situation financière, la logique de ma décision. Mais face aux larmes de ma mère, face à l'idée de les priver de ce bonheur familial, j'ai senti ma résolution s'effriter. J'étais leur seule famille, leur unique point d'ancrage. Comment pouvais-je être si égoïste? J'ai cédé. J'ai gardé le chalet. J'ai contracté un nouveau prêt pour mon appartement à Lyon, alourdissant mes mensualités pour les années à venir. Mais en voyant les sourires radieux sur leurs visages, en entendant ma mère me dire que j'étais la meilleure des filles, je me suis convaincue que c'était la bonne décision. À ce moment-là, cela me semblait être un petit prix à payer pour le bonheur de ma famille.
Je ne savais pas que le vrai prix, le prix de mon âme et de mon cœur, je n'avais même pas commencé à le payer. Comment aurais-je pu deviner la noirceur qui se cachait derrière leur sourire? Les 3 années qui ont suivi ma décision de garder le chalet se sont écoulées dans une routine bien établie. Le chalet est devenu ce qu'ils avaient toujours voulu, leur résidence secondaire privée. Mes parents y passaient presque tout leur week-end, profitant de l'air frais de la montagne. Léa et son nouveau petit ami, Julien, l'utilisaient comme un nid d'amour, y organisant des fêtes avec leurs amis. Moi? J'y allais rarement. Le travail me prenait beaucoup de temps, et honnêtement, chaque visite était un rappel poignant de mon mariage raté et du fardeau financier que je portais seule. Mais je me consolais en me disant que je les rendais heureux. Leur bonheur justifiait mon sacrifice. C'est du moins ce que je me répétais pour m'endormir le soir. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là, clairs comme le jour, mais j'ai choisi de ne pas les voir. L'amour rend aveugle, et mon amour pour ma famille était un bandeau épais sur mes yeux. Le premier signe majeur est apparu il y a environ 2 ans. Mon père m'a appelé un soir, la voix brisée par les sanglots. Il m'a raconté une histoire tragique sur sa petite entreprise de conseil, créée après sa retraite, qui était au bord de la faillite. Il avait des dettes, des fournisseurs à payer, et il risquait de tout perdre. « J'ai besoin de 10 000 euros, ma chérie, m'a-t-il supplié. Juste pour me remettre à flot. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, je te le promets. » Entendre mon père, cet homme que j'avais toujours vu comme un roc, si désespéré, m'a brisé le cœur. Sans hésiter, j'ai puisé dans mes économies, celles que je gardais précieusement pour un coup dur, et je lui ai fait le virement. Il m'a remercié avec une effusion qui m'a mise mal à l'aise, me disant que j'avais sauvé son honneur. 3 mois plus tard, en parcourant distraitement Facebook, je suis tombée sur des photos publiées par ma tante. Des photos de mes parents, tout sourire, posant sur le pont d'un magnifique navire de croisière en Méditerranée. Le soleil brillait, la mer était d'un bleu éclatant, et ils tenaient des cocktails colorés à la main. Le choc a été brutal. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui demander des explications. Sa réponse a été rapide, presque trop. « Oh, ça! C'est un cadeau surprise d'un vieil ami de ton père, il a gagné ce voyage. » Nous ne pouvions pas refuser. C'était une explication boiteuse, qui ne tenait pas la route, mais j'ai voulu la croire. J'ai désespérément voulu la croire. Admettre la vérité aurait été trop douloureux. Alors, j'ai rangé cet incident dans un coin de mon esprit, sous le tapis de mes doutes grandissants. Le deuxième signe était plus insidieux, plus personnel. Il concernait Léa. Ma sœur a toujours eu un rapport compliqué avec l'argent. Elle dépensait sans compter, puis venait pleurer dans mon giron à la fin du mois. Les appels commençaient toujours de la même manière. « Chloé, je suis désolée de te déranger. Mon propriétaire me menace d'expulsion. Je n'ai plus rien pour manger. » Et à chaque fois, mon cœur de grande sœur se serrait et je lui envoyais de l'argent. 300 € par-ci, 500 € par-là. Ce n'était jamais un prêt, toujours un cadeau. Mais la blessure la plus profonde, celle dont je ne soupçonnais même pas l'origine, concernait ma vie amoureuse. 2 ans plus tôt, j'étais follement amoureuse de Mathieu. C'était une relation sérieuse, nous parlions d'avenir. Et puis, du jour au lendemain, il m'a quittée. Ces mots résonnent encore dans ma mémoire. « Tu es trop ambitieuse, Chloé. Ta carrière passera toujours avant tout. » Nous ne voulons pas les mêmes choses. J'étais anéantie. Léa avait été mon épaule pour pleurer. Elle m'avait consolée, me disant que Mathieu était un idiot, qu'il était intimidé par ma réussite. Les hommes ont peur des femmes qui réussissent, ma sœur, m'avait-elle dit en me serrant dans ses bras. Tu es mieux sans lui. Ces mots m'avaient semblé si sincères, si réconfortants à l'époque. Je fermais les yeux sur toutes ces incohérences, sur cette petite voix dans ma tête qui me murmurait que quelque chose n'allait pas. C'était plus facile de vivre dans le déni que d'affronter la possibilité effrayante que ma propre famille, mon unique refuge, ne soit pas celle que je croyais. Mais la vérité n'attend pas que l'on soit prêt à l'entendre. Elle ne demande pas la permission. Elle frappe, violemment et sans pitié, et elle était sur le point de défoncer la porte de mon monde soigneusement construit. Que se serait-il passé si j'avais écouté mon intuition à ce moment-là? Tout a basculé un mardi soir, environ un mois avant la fameuse fête de fiançailles.
Ma mère m'a appelée, sa voix pétillante de joie. Chloé, ma chérie. J'ai une excellente nouvelle. Nous organisons une grande réunion de famille ce vendredi au chalet. Juste nous, mais aussi les parents de Julien, Martine et Georges. Tu te rends compte? C'est du sérieux entre Léa et lui, il faut absolument que nous fassions bonne impression. Son enthousiasme était palpable. Elle m'a demandé si je pouvais venir. Mon cœur s'est serré. J'adorerais, maman, mais j'ai la présentation la plus importante de l'année ce vendredi après-midi. Je vais probablement finir très tard. Sa déception feinte n'a duré qu'une seconde. Oh, quel dommage! Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, le travail avant tout. On s'amusera pour toi. Le jeudi soir, l'angoisse a commencé à monter. En révisant ma présentation une dernière fois, j'ai réalisé avec une horreur glaciale que j'avais oublié un dossier crucial au chalet. Il contenait toutes les données brutes, les études de marché, les graphiques. Sans lui, ma présentation était vide, ma crédibilité anéantie. C'était une catastrophe professionnelle en puissance. La panique m'a saisi. Il n'y avait qu'une seule solution, conduire jusqu'en Savoie, en pleine nuit, pour récupérer ce maudit dossier. Un trajet de 2 heures aller, 2 heures retour. J'étais épuisée, mais je n'avais pas le choix. Je me suis dit que j'allais me garer un peu plus loin, me faufiler par la porte de derrière que je savais silencieuse, prendre mes affaires et repartir sans que personne ne me voie. Un plan simple. Un plan qui allait voler en éclats de la manière la plus brutale qui soit. Je suis arrivée vers 23 heures. Les lumières du chalet brillaient dans la nuit noire. J'ai garé ma voiture derrière un bosquet, à une centaine de mètres, et j'ai marché sur la pointe des pieds dans l'allée. En approchant, j'ai entendu des rires forts venant du salon. Je me suis dirigée vers l'arrière de la maison, près de la fenêtre de la cuisine qui était légèrement entr'ouverte pour aérer. J'allais juste passer ma main pour déverrouiller la porte quand la voix de ma mère, forte et claire, a traversé la nuit et m'a clouée sur place. Je vous le jure, disait-elle à un auditoire hilar, Chloé est tellement prévisible. Un peu de larmes, quelques mots sur la famille, et elle signe n'importe quoi. Elle est d'une naïveté incroyable. Le souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai cru avoir mal entendu. Je me suis collée contre le mur froid de la maison, le cœur battant à tout rompre. Puis la voix de mon père a pris le relais. Ces 10 000 € nous ont payé une croisière magnifique en Grèce. Et elle a cru à mon histoire d'entreprise en faillite comme une enfant de 5 ans. Les rires ont redoublé. C'était un cauchemar. Un cauchemar éveillé. La voix de ma mère est revenue, plus venimeuse encore, empreinte d'une justification tordue qui m'a glacé le sang. Et puis, soyons honnêtes, Chloé a toujours eu de la chance dans la vie. Sa carrière, son argent. C'est Léa qui a besoin d'un coup de pouce. On ne fait que rééquilibrer les choses. C'est notre devoir de parents. Rééquilibrer les choses. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Et puis, la voix de Léa, douce et mielleuse, a porté le coup de grâce. Oh, mais ce n'est rien ça. Vous vous souvenez de Mathieu, son grand amour? J'ai dit à ce crétin que Chloé ne voulait pas d'enfant et qu'elle se moquait de son rêve d'ouvrir un restaurant. Qu'elle le trouvait pathétique. Il l'a quitté la semaine suivante. C'était si simple. Je ne supportais plus de la voir si heureuse. J'ai dû plaquer ma main sur ma bouche pour étouffer un cri. La douleur était physique. Une lame de glace venait de me transpercer le cœur. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était ma vie. Mon bonheur. Qu'ils avaient piétiné avec un plaisir sadique. J'ai ensuite entendu le plan dans son intégralité. La fête de fiançailles n'était qu'un prétexte pour m'extorquer 20 000 € pour le mariage de Léa. Et pour finir, j'ai entendu le tintement des verres et la voix du père de Julien, Georges, porter un toast. À la santé des imbéciles qui ont de l'argent. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le monde tournait autour de moi. Ce n'était pas ma famille. C'étaient des prédateurs, des vautours qui se nourrissaient de ma gentillesse et de mon amour. Je me suis reculée, chancelante, j'ai attrapé le dossier sur la petite table du patio où je l'avais laissé, et je suis retournée à ma voiture comme une automate. J'ai conduit toute la nuit, sans but, les larmes brouillant ma vue. La Chloé qui était entrée dans cette allée n'existait plus.
Elle était morte cette nuit-là, assassinée par les 3 personnes qu'elle aimait le plus au monde. Celle qui en est sortie était une étrangère, le cœur rempli de glace et de silence. À ce moment-là, j'ai réalisé que la confrontation directe ne me rendrait que plus vulnérable. Je devais être plus intelligente qu'eux. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tout dévoilé sur le champ ou auriez-vous préparé votre vengeance? Dites-le moi dans les commentaires. Pour ma part, j'ai choisi la deuxième option. Et ma vengeance serait aussi froide et calculée que leur trahison avait été cruelle. Les 48 heures qui ont suivi cette nuit-là sont un brouillard de douleur et de rage. Je me suis enfermée dans mon appartement à Lyon, débranchant mon téléphone, coupée du monde. Je n'ai ni mangé, ni dormi. J'étais assise sur mon canapé, dans le noir, le silence uniquement rompu par le son de mes propres sanglots. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré la perte de mes parents, de ma sœur. J'ai pleuré la perte de l'innocence, de la confiance. J'ai pleuré la mort de la jeune femme naïve que j'avais été. J'ai pleuré non pas pour l'argent qu'ils m'avaient volé, mais pour la famille que j'avais cru avoir, qui n'avait en réalité jamais existé. Pendant ces 2 jours, une guerre civile faisait rage en moi. Le chagrin me disait de pardonner, d'essayer de comprendre. La colère me hurlait de les détruire. Le chagrin me murmurait que c'était ma famille, malgré tout. La colère me crachait au visage qu'ils n'avaient jamais été ma famille. C'était une torture. Je suis sûre que certains d'entre vous ont connu ce genre de dilemme, ce combat intérieur entre le cœur et la raison, entre le pardon et le désir de justice. Quelle voix écouter? La voix qui cherche la paix, ou celle qui réclame vengeance? Au matin du 3e jour, je me suis réveillée et le silence était revenu. Mais ce n'était plus un silence de chagrin. C'était un silence froid, clair, résolu. La colère avait gagné. Les larmes avaient séché, laissant place à une détermination de glace. Ils m'avaient prise pour une idiote. Ils m'avaient utilisée comme leur banque personnelle. Ils avaient joué avec mes sentiments les plus profonds. Très bien. Le jeu allait changer de règles. Et maintenant, c'était moi qui allais mener la danse. J'ai pris une douche, je me suis habillée, et j'ai commencé à élaborer mon plan. Un plan méticuleux, étape par étape. Ils ne recevraient pas mes cris et mes larmes. C'eût été leur donner une satisfaction qu'ils ne méritaient pas. Non, ils allaient recevoir ce qu'ils méritaient, une humiliation publique, une chute aussi spectaculaire que leur arrogance était grande. Comme si le destin voulait me donner le signal, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé sonner, mon cœur battant un rythme lent et régulier. J'ai attendu 1 heure, puis je l'ai rappelé, prenant soin de rendre ma voix un peu fatiguée, un peu fragile. Bonjour maman, excuse-moi, j'étais sous la douche. Sa voix était mielleuse, suintant la fausse sollicitude. Oh ma chérie, je m'inquiétais. Comment vas-tu? Ta présentation s'est bien passée? J'ai joué le jeu, oui, très bien, mais je suis épuisée. Puis elle a lâché la bombe, celle que j'attendais. J'ai une nouvelle fantastique. Léa et Julien se sont fiancés hier soir. N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est génial, ai-je répondu, avec juste ce qu'il fallait d'enthousiasme forcé. Oui. Et nous voulons organiser une fête de fiançailles inoubliable pour eux. Au chalet, bien sûr, dans 1 mois. Ce sera magnifique. Mais... La pause dramatique. J'attendais. Il y a juste un petit problème, ma chérie. Nous voulons vraiment faire les choses en grand, avec un traiteur, des décorations, et nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. Je me demandais si tu pouvais nous aider. Il nous faudrait environ 5 000 €. J'ai failli éclater de rire. C'était si parfait, si prévisible. J'ai pris une voix hésitante, embarrassée. Oh, maman. C'est beaucoup d'argent. Avec mes nouveaux remboursements de prêts, je suis vraiment très juste en ce moment. J'adorerais, mais je ne pense pas pouvoir. J'ai entendu sa déception à travers le téléphone. Puis, la solution, miracle, qu'elle avait préparée. Et si nous payons tout d'abord, et que tu nous rembourses plus tard, quand tu le pourras? Qu'en penses-tu? Le piège était tendu. Il était parfait. Oui, je pense que ça pourrait marcher, ai-je dit,
comme si je venais de trouver une solution inespérée. Allez-y, commandez tout ce que vous voulez. Je vous rembourserai, c'est promis. Le cri de joie à peine contenu de ma mère a résonné dans le combiné. Oh, merci ma chérie, tu es un ange. Un ange. J'ai raccroché le téléphone. Un sourire sans joie, un rictus froid, s'est dessiné sur mon visage. Non, maman. L'ange est mort. Vous l'avez tué. Et vous êtes sur le point de rencontrer ce qui l'a remplacé. La partie ne faisait que commencer. Le mois qui a suivi cet appel téléphonique a été le plus étrange de ma vie. Extérieurement, rien n'avait changé. Je continuais mon travail avec le même professionnalisme, je voyais mes amis, je maintenais une façade de normalité absolue. Mais intérieurement, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Une stratège, une observatrice silencieuse. Chaque action, chaque décision était calculée. La douleur était toujours là, une braise ardente au fond de ma poitrine, mais elle était maintenant le carburant de ma détermination. Ma mère m'appelait presque tous les jours, me tenant au courant des préparatifs de la fête, de rêves, de Léa. Sa voix était toujours pleine d'un enthousiasme débordant qui me donnait la nausée. Elle me décrivait le menu du traiteur de luxe qu'elle avait choisi, les arrangements floraux extravagants, le groupe de jazz qu'elle avait engagé pour l'ambiance. Tout sera parfait, ma chérie. Grâce à toi, me disait-elle. À chaque appel, je répondais avec une fausse joie, l'encourageant même à dépenser plus. Oh, maman, ça a l'air incroyable. Léa le mérite tellement. Ne regardez pas à la dépense, c'est un jour unique. Je les entendais creuser leur propre tombe financière, et chaque pelletée de terre était une petite victoire silencieuse pour moi. Ils étaient si aveuglés par leur cupidité et leur certitude de ma stupidité qu'ils ne voyaient rien venir. Pendant ce temps, je mettais mes propres pièces en place sur l'échiquier. Mon premier appel a été pour un serrurier réputé d'Annecy. J'ai pris rendez-vous pour le vendredi soir précédant la fête, à 19h précise. Je lui ai demandé de changer toutes les serrures du chalet, porte d'entrée, porte arrière, porte du garage. L'intégralité. Je veux un système de haute sécurité, lui ai-je précisé. Je veux que ce chalet soit une forteresse. Mon deuxième appel a été pour la société de sécurité qui surveillait le chalet. J'ai demandé une mise à niveau du système. Je veux que les caméras enregistrent en haute définition 24h24, et que je puisse accéder au flux en direct depuis mon téléphone à tout moment, ai-je expliqué. Je veux aussi que le système d'alarme soit directement relié à la gendarmerie la plus proche en cas de tentative d'effraction. Le technicien a été très efficace. Tout serait installé et opérationnel avant le fameux week-end. Il ne pourrait faire un seul pas sur ma propriété sans que je le sache. La semaine de la fête est arrivée. L'excitation de ma famille était à son comble. Ma mère m'a appelé le jeudi pour me dire qu'ils allaient tous au chalet pour tout décorer. Tu devrais voir ça, Chloé, c'est magnifique. Des guirlandes lumineuses partout, des rubans de satin, des compositions florales sur chaque table. On dirait un conte de fées. J'ai hâte de voir les photos, ai-je répondu, ma voix parfaitement neutre. Le vendredi, j'ai quitté le travail un peu plus tôt. J'ai conduit calmement les 2 heures qui me séparaient de la Savoie. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de couleur orange et violette. C'était une scène d'une beauté à couper le souffle, mais je ne ressentais rien. J'étais vide. J'étais une machine en mission. Je suis arrivé au chalet vers 18h30. Comme prévu, il n'y avait personne. Ils étaient probablement partis dîner en ville pour célébrer leur future victoire. J'ai ouvert la porte avec ma vieille clé pour la dernière fois. L'intérieur était exactement comme ma mère l'avait décrit. C'était magnifique, extravagant, et complètement ridicule. Tout cet argent, mon argent, dépensé pour impressionner des gens, pour nourrir leur ego. Une colère froide m'a envahi. À 19h précise, le serrurier est arrivé. Il s'appelait Franck, un homme sympathique et efficace. En 1 heure, toutes les serrures ont été remplacées. Il m'a remis un nouveau jeu de clés, lourde et brillante. Voilà, madame, m'a-t-il dit. Maintenant, vous êtes en sécurité. Après son départ, je suis restée seule dans le chalet décoré, le silence régnant en maître. La première partie de mon plan était achevée. La scène était prête.
Le rideau allait bientôt se lever sur le dernier acte de cette tragédie familiale. Mais que se passerait-il lorsque les acteurs principaux découvriraient que le scénario avait changé? Une fois la camionnette du serrurier disparue au bout du chemin, un silence profond s'est abattu sur le chalet. Un silence seulement troublé par le tic-tac d'une horloge dans le salon et les battements lents et réguliers de mon propre cœur. Je tenais le nouveau jeu de clés dans ma main. Elles étaient froides, lourdes, le symbole tangible de ma reprise de contrôle. J'ai fait le tour de la maison, testant chaque nouvelle serrure. Chacune s'est verrouillée avec un clic net et satisfaisant. La forteresse était sécurisée. Puis, mon regard s'est posé sur la scène de leur future célébration. Le salon et la salle à manger étaient méconnaissables. Ils avaient vraiment mis le paquet. Des dizaines de ballons blancs et dorés flottaient au plafond. Des guirlandes de lierre et de roses blanches s'enroulaient autour des poutres en bois. Les tables étaient dressées avec des nappes en lin, de la vaisselle fine et des verres en cristal qui scintillaient sous la lumière des spots qu'ils avaient installés. Au centre de la pièce, une immense banderole proclamait « Félicitations Léa et Julien ». C'était une mise en scène parfaite pour une famille parfaite. Une mascarade coûteuse. Une vague de dégoût m'a submergée. Chaque ruban, chaque fleur, chaque ballon avait été acheté avec l'intention de me manipuler. C'était le décor de leur triomphe sur ma stupidité. Pendant un instant, l'ancienne Chloé a refait surface. Une envie de tout détruire, de déchirer les guirlandes, de briser la vaisselle, m'a traversé l'esprit. Mais la nouvelle Chloé, la Chloé froide et méthodique, a repris le dessus. La destruction était trop bruyante, trop chaotique. Mon plan exigeait de la précision, une efficacité clinique. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé un rouleau de grands sacs poubelles noirs. Puis, méthodiquement, j'ai commencé à démanteler leur fête. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais concentrée, comme une chirurgienne retirant une tumeur. J'ai commencé par les ballons. Un par un, je les ai décrochés et je les ai crevés avec une épingle. Le petit « pop » de chaque ballon était un son étrangement satisfaisant. Ensuite, les guirlandes. Je les ai déroulées avec soin, les ai pliées et les ai mises dans les sacs. J'ai enlevé la banderole « Félicitations », je l'ai pliée en un carré bien net et je l'ai ajoutée au tas. J'ai démonté les compositions florales, jetant les roses et le lierre dans les sacs. J'ai retiré les nappes, les ai secouées et pliées. J'ai empilé la vaisselle et les verres sur le comptoir de la cuisine. En moins de 2 heures, la pièce était redevenue elle-même. Nue, silencieuse, débarrassée de toute prétention. Il ne restait que les tables et les chaises, comme des squelettes attendant des invités qui ne viendraient jamais. J'ai rempli 6 grands sacs poubelles noirs. Ils étaient lourds de décorations, lourds de mensonges. Je les ai traînés un par un à l'extérieur, et je les ai alignés proprement au bord de l'allée principale, bien en vue. Un petit cadeau de bienvenue pour les invités. J'ai fait un dernier tour dans le chalet. J'ai vérifié que tout était en ordre. J'ai regardé par la fenêtre la vue sur le lac, la lune se reflétant sur l'eau sombre. C'était si paisible. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix dans cette maison. Parce que pour la première fois, elle était vraiment à moi. Libre de leur présence, libre de leur influence toxique. J'ai verrouillé la porte d'entrée avec ma nouvelle clé. Le son du pêne s'engageant dans la gâche a été comme une note finale, la conclusion d'un chapitre sombre de ma vie. Je suis remontée dans ma voiture et j'ai pris la route de Lyon, laissant derrière moi une scène vide et une rangée de sacs poubelles comme seul témoin de la fête qui n'aurait jamais lieu. Le lendemain serait le jour du jugement. Et j'étais prête. J'étais plus que prête. Étaient-ils seulement conscients de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur eux? Le samedi matin, je me suis réveillée dans mon appartement à Lyon avec une sensation de calme que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Le soleil filtrait à travers les rideaux, et pour la première fois depuis cette nuit terrible, je n'ai pas senti le poids de l'angoisse sur ma poitrine. Le sort en était jeté. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne me restait plus qu'à attendre et à savourer le spectacle. Vers 10 heures du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message simple à ma mère. Le premier acte de ma pièce de théâtre. Salut maman. Je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir à la fête aujourd'hui. Je me suis réveillée avec une fièvre terrible et une migraine.
Je ne veux surtout pas contaminer tout le monde. Amusez-vous bien. Bisous. J'ai posé le téléphone et je me suis préparé un café. J'ai mis un disque de musique classique, je me suis installé confortablement sur mon canapé avec un bon livre. La réponse de ma mère est arrivée 1 heure plus tard, comme je m'y attendais. Oh non, ma chérie, quel dommage. Repose-toi bien. Ne t'inquiète pas pour nous. C'est bon. C'est bon. Pas de « j'espère que ça va aller », pas de « as-tu besoin de quelque chose ?» Juste « c'est bon ». Sa déception que je ne sois pas là pour assister à leur triomphe était à peine masquée par une fausse sollicitude. En fait, je suis presque sûre qu'elle était soulagée. Ma présence aurait pu jeter une ombre sur leur plan parfaitement huilé. L'idiote de la famille était malade, tant mieux. Le spectacle pouvait continuer sans elle. J'ai passé le reste de la matinée à me détendre. J'ai commandé une grande pizza pour le déjeuner, ma préférée, celle que je m'offre pour les grandes occasions. Et c'en était une. C'était le premier jour du reste de ma vie. Vers 14 heures, alors que je savourais ma 2e part de pizza, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Le rideau se levait. Le premier appel était de ma mère. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran. J'ai souri. J'ai laissé l'appel aller jusqu'à la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, un nouvel appel. Mon père. J'ai fait de même. Ignoré. Puis Léa. Le téléphone a vibré dans ma main. J'ai imaginé son visage, probablement déformé par l'impatience et la contrariété. Ignoré. Ensuite, les messages ont commencé à pleuvoir, une avalanche de notifications. Je les ai laissés s'accumuler pendant une 20aine de minutes, le temps de finir ma pizza en toute tranquillité. C'était un plaisir presque coupable d'imaginer leur confusion grandissante, leur panique qui devait commencer à monter. Le traiteur devait être arrivé, les invités commençaient à se garer, et eux, les hôtes de la fête, étaient plantés sur le perron comme des idiots. Finalement, ma curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert les messages. Maman, Chloé, nous sommes devant le chalet mais la clé ne fonctionne pas. Tu as changé la serrure? Appelle-moi d'urgence. Papa, Chloé, c'est quoi cette histoire? La porte ne s'ouvre pas. Les invités arrivent. Léa, non mais je rêve. C'est quoi ce bordel? On ne peut pas rentrer. Tu gâches ma fête. Réponds. Maman, Chloé, s'il te plaît, réponds. Les parents de Julien sont là, ils nous regardent bizarrement. Le traiteur veut décharger la nourriture. C'est une catastrophe. Maman, encore, et c'est quoi ces sacs poubelles devant la maison? J'ai ri. Un rire franc, libérateur. L'image était si claire dans ma tête. Ma mère, le visage rouge de fureur et d'embarras, mon père, essayant de forcer la porte sans succès, Léa, probablement en larmes de rage, et les pauvres parents de Julien, témoins de cette scène surréaliste. J'ai laissé passer encore 30 longues minutes. 30 minutes de panique pure pour eux. 30 minutes de paix délicieuse pour moi. Puis, quand le téléphone a sonné à nouveau et que le nom de ma mère s'est affiché, j'ai décidé qu'il était temps de décrocher. Il était temps de leur donner l'explication qu'ils attendaient tant. Le moment de la confrontation était enfin arrivé. Allait-il comprendre immédiatement, ou allait-il continuer à jouer la comédie? J'ai laissé le téléphone sonner encore 2 fois avant de décrocher, en prenant une profonde inspiration. J'ai appuyé sur l'icône verte et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Allô, ai-je dit, ma voix délibérément ensommeillée, comme si je venais d'être tirée d'une sieste. Chloé. DIE merci tu réponds, a hurlé ma mère, sa voix stridente et paniquée. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devant ta maison, la clé ne rentre pas dans la serrure. On ne peut pas rentrer. Le traiteur est là, tous les invités sont là, les parents de Julien sont là. On est plantés dans l'allée comme des imbéciles, c'est une humiliation totale. Je me suis accordé une petite pause, savourant chaque mot de sa tirade désespérée. Oh, c'est bizarre, ai-je répondu d'un ton détaché, tout en prenant une gorgée de mon café. Vraiment très bizarre. Comment ça, bizarre, a-t-elle crié, à la limite de l'hystérie. Il y a un problème avec tes serrures. Il faut que tu viennes tout de suite nous ouvrir.
En fait, non, ai-je dit calmement, ma voix soudainement claire et ferme. Il n'y a absolument aucun problème avec mes serrures. Je les ai fait changer hier soir. Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. Un silence si total que j'aurais pu entendre une mouche voler. Je pouvais presque visualiser la scène, ma mère, le téléphone collé à l'oreille, le visage se décomposant alors que la signification de mes paroles commençait à faire son chemin dans son esprit. Tu as changé les serrures, a-t-elle finalement balbutié, sa voix n'étant plus qu'un murmure incrédule. Mais, pourquoi? Pourquoi tu ferais une chose pareille? C'était la question que j'attendais. Le moment de vérité. Eh bien, disons que j'ai surpris une conversation très intéressante il y a un mois, dans ce même chalet, ai-je dit, laissant chaque mot peser. Une conversation où tu me traitais de stupide et de naïve. Où papa se vantait de m'avoir volé 10 000 euros. Où Léa se réjouissait d'avoir saboté ma relation avec Mathieu. Nouveau silence, plus lourd encore que le premier. J'ai entendu des chuchotements confus en arrière-plan. Chloé, ma chérie, a-t-elle repris, sa voix changeant radicalement pour devenir douce, mielleuse, la voix qu'elle utilisait pour me manipuler. Je pense que tu as du mal à entendre. Tu étais fatiguée, malade. Nous ne dirions jamais des choses pareilles sur toi. Nous t'aimons. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Ne me mens pas, maman. Pas maintenant. C'est trop tard pour ça. J'ai tout entendu. Chaque mot. J'ai entendu comment vous m'appeliez votre distributeur automatique personnel. J'ai entendu votre plan pour me faire payer le mariage de Léa. J'ai même entendu le toast que vous avez porté. À la santé des imbéciles qui ont de l'argent. Ça vous rappelle quelque chose? La ligne est restée silencieuse. Je savais que je l'avais coincée. Il n'y avait plus d'échappatoire. Écoute, a-t-elle finalement dit, sa voix perdant son assurance, même si tu as entendu ça, tu dois comprendre, on plaisantait. C'était juste des blagues entre nous. On ne le pensait pas vraiment. Des blagues, ai-je rétorqué, ma propre voix montant d'un cran pour la première fois, chargée d'une colère froide. Vous trouvez ça drôle de me voler des milliers d'euros? Vous trouvez ça drôle de détruire mon bonheur? Ce n'est pas de l'humour, maman. C'est de la cruauté. C'est de la trahison. J'ai entendu un bruit de lutte, puis la voix furieuse de Léa a explosé dans mon oreille. Non mais tu te prends pour qui? Tu te comportes comme une vraie peste. On a tout décoré, tout le monde est là. Tu es en train de gâcher ma fête de fiançailles, mon jour le plus important. Ton jour le plus important, ai-je répondu, mon calme revenant instantanément face à sa fureur. En parlant de décoration, Léa, je les ai toutes enlevées hier soir. Elles sont dans des sacs poubelles, au bord de l'allée. Tu peux les récupérer avant de quitter ma propriété. Tu ne peux pas nous faire cesser Dia, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant en un sanglot de rage. Aussi, je peux. Et je suis en train de le faire, ai-je dit doucement. Et n'essaie même pas de défoncer la porte. J'ai fait installer de nouvelles caméras hier. Tout est enregistré et relié directement à la gendarmerie. Le moindre dommage sur ma propriété, et je vous fais tous arrêter. Est-ce que c'est bien clair? Le silence qui a suivi était la plus douce des musiques à mes oreilles. Le jeu était terminé. J'avais gagné. Mais la guerre était-elle vraiment finie? Après ma menace d'appeler la gendarmerie, j'ai entendu Léa éclater en sanglots hystériques. Le téléphone a dû lui être arraché des mains, car c'est la voix de ma mère, maintenant tremblante et suppliante, qui a repris. Chloé, s'il te plaît. Ne faisons pas ça. On peut arranger les choses. Laisse-nous juste entrer, on peut en parler comme des adultes, en famille. Il n'y a plus rien à arranger, maman, ai-je répondu, ma voix plate et sans émotion. Et nous ne sommes plus une famille. Vous avez mis fin à cela il y a un mois. J'ai entendu exactement ce que vous pensez de moi. La discussion est terminée. Mais l'argent, a-t-elle crié, son dernier argument, le seul qui comptait vraiment pour elle. Nous avons dépensé 5 000 euros pour cette fête. De l'argent que nous n'avons pas. Tu nous avais promis de nous rembourser. Cette fois, je n'ai pas pu retenir un éclat de rire. Un rire pur, libérateur, qui venait du plus profond de mon âme.
Et c'est la faute de qui, maman? Je vous ai dit que je n'avais pas l'argent. C'est vous qui avez décidé de tout dépenser quand même, en étant persuadé que vous pourriez me faire culpabiliser pour que je paye. C'était votre pari. Et vous avez perdu. Ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. A-t-elle murmuré, à court d'arguments. Vous avez raison. Vous êtes ma famille, ai-je dit, et ma voix s'est brisée un instant sous le poids de la vérité. Et c'est ça qui rend tout cela tellement pire. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. Maintenant, écoutez-moi bien. Prenez vos décorations, votre traiteur et vos invités, et quittez ma propriété. Et ne revenez jamais. Tu ne le penses pas vraiment? A-t-elle dit, mais sa voix était faible, effrayée. Je le pense du plus profond de mon cœur. J'en ai fini d'être votre distributeur automatique. J'en ai fini d'être la fille et la sœur stupide qui paient pour tout. J'en ai fini avec vous. Sur ces mots, j'ai raccroché. J'ai éteint la sonnerie de mon téléphone, puis je me suis connecté au flux en direct des caméras de sécurité. Le spectacle était encore plus savoureux que je ne l'avais imaginé. Je voyais ma mère, le visage défait, expliquer la situation à mon père et à une Léa en pleurs. Je voyais les invités, mal à l'aise, chuchoter entre eux avant de remonter dans leur voiture et de partir les uns après les autres. Le moment le plus gratifiant a été de voir les parents de Julien, Martine et Georges. Ils avaient l'air absolument mortifiés. Après une brève et intense conversation avec mes parents, je les ai vus secouer la tête avec dégoût, prendre leur fils par le bras et partir sans un regard en arrière. Le mariage de rêve de Léa venait de s'envoler en fumée. La scène finale a été de voir ma famille, vaincue, charger les sacs poubelles dans le coffre de leur voiture et aider le traiteur à remballer la nourriture. Puis, ils sont partis. Le chalet était de nouveau silencieux, la propriété de nouveau vide. J'ai éteint l'écran, et je me suis senti vide moi aussi. Mais ce n'était pas un vide de tristesse. C'était un vide de paix. La tumeur avait été enlevée. Le lendemain matin, comme je m'y attendais, on a frappé violemment à la porte de mon appartement à Lyon. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Mon père, ma mère, et Léa, leurs visages tordus par la fureur. Et à ma grande surprise, Martine et Georges, les parents de Julien, étaient avec eux, l'air grave et déterminé. Cette visite n'allait pas se passer comme ils l'avaient prévu. J'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « On veut te parler » a aboyé mon père, essayant de me bousculer pour entrer. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, Georges s'est interposé. « Non, Bernard. C'est nous qui allons parler. » Il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse. « Chloé, je vous demande pardon. Nous avons été les témoins involontaires de quelque chose d'absolument immonde hier. Après votre départ, vos parents ont tenté de nous expliquer la situation, et ils n'ont fait qu'enfoncer le clou, confirmant tout ce que vous leur aviez dit au téléphone. Nous sommes venus vous dire deux choses. La première, c'est que les fiançailles entre Julien et Léa sont, bien entendu, rompues. Nous ne voulons pas que notre fils soit associé à une famille comme la vôtre. Il a jeté un regard glacial à Léa, qui a poussé un cri étranglé. La deuxième, a-t-il continué, c'est que nous sommes venus vous soutenir. Le sol s'est dérobé sous les pieds de mes parents. Leur plan d'attaque venait de se transformer en leur propre procès. Que pouvait-il bien se passer de pire pour eux? Les mots de Georges ont eu l'effet d'une bombe. Mon père est resté bouche bée, ma mère est devenue blanche comme un linge, et Léa a regardé son ex-futur beau-père comme s'il venait de la poignarder. « Vous ne pouvez pas faire ça » a crié ma mère, s'adressant à Georges. « C'est un malentendu. C'est la faute de Chloé, elle a tout manigancé pour nous faire du mal. » Martine, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'est avancée. Son regard était dur comme de l'acier. « Un malentendu, Hélène ? J'ai entendu votre fille se vanter d'avoir détruit la relation de sa propre sœur par jalousie. J'ai entendu votre mari rire de la façon dont il a volé sa fille. Et je vous ai entendu justifier tout cela. Il n'y a aucun malentendu. Il n'y a que de la cupidité et de la méchanceté. Nous partons. » Ils se sont tournés et sont partis, laissant ma famille seule avec moi dans le couloir, leur dernière ligne de défense anéantie. Leur fureur s'est alors reportée sur moi.
Tu vois ce que tu as fait, a hurlé Léa. Tu as tout gâché. Ma vie est finie à cause de toi. Non, Léa, ai-je répondu, ma voix calme contrastant avec son hystérie. Ta vie est ce que tu en as fait. Tu as construit ton bonheur sur des mensonges et sur la souffrance des autres. Il était temps que tout s'écroule. Tu nous dois 5000 euros, a crié mon père, revenant à ce qui comptait vraiment pour lui. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois. Considérez que c'est le prix de votre dernière leçon de vie. Maintenant, sortez de chez moi. Ils sont partis, me lançant des regards pleins de haine. J'ai fermé la porte, et en posant mon front contre le bois frais, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. C'était fini. Vraiment fini. Les 6 mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction. Je n'ai pas vendu le chalet. Vendre aurait été une fuite, une façon de leur donner une dernière victoire en me faisant abandonner ce lieu. Non, j'ai fait mieux. J'ai décidé de le transformer, de le purifier. J'ai engagé une équipe d'architectes d'intérieur. Nous avons tout changé. Les murs sombres ont été repeints en blanc cassé et en bleu pastel. Les vieux meubles lourds ont été remplacés par un mobilier moderne et épuré. J'ai fait installer une immense baille vitrée dans le salon pour laisser entrer la lumière et la vue magnifique sur le lac. J'ai créé un jardin de plantes aromatiques sur la terrasse. J'ai effacé chaque trace chaque souvenir toxique. J'ai transformé la scène de ma plus grande trahison en mon sanctuaire personnel, un lieu qui reflétait la femme que j'étais en train de devenir, forte, lumineuse et sereine. Aujourd'hui, ce chalet est ma plus grande fierté. Il est inscrit sur des plateformes de location de luxe et il est constamment réservé par des voyageurs du monde entier. Ironie du sort, l'endroit qu'ils utilisaient pour me saigner financièrement est devenu une source de revenus substantiels qui rembourse non seulement ses propres charges, mais aussi le prêt de mon appartement à Lyon. Parfois, je bloque quelques jours pour moi-même. Je m'assois sur la nouvelle terrasse, une tasse de thé à la main, et je contemple les montagnes. Et je ressens une paix profonde. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'eux. J'ai entendu par un cousin éloigné que Léa avait déménagé dans une autre ville après l'humiliation. Que mes parents avaient dû vendre leur maison pour éponger leurs dettes. Je n'ai ressenti ni joie ni pitié. Juste une indifférence distante. Ils sont devenus des fantômes de mon passé. Couper les ponts avec sa propre famille est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, mais c'était aussi la plus libératrice. Mon histoire est un rappel que parfois, la personne que vous devez sauver en premier, la personne à qui vous devez votre loyauté avant tout, c'est vous-même. Il n'y a pas de honte à s'éloigner de ceux qui vous font du mal, même s'ils partagent votre sang. Si vous avez vécu une situation où vous avez dû vous choisir, où vous avez dû trouver la force de dire « stop », partagez votre histoire ou juste un mot de soutien dans les commentaires. Votre expérience peut donner du courage à quelqu'un qui en a besoin en ce moment même. Vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Prenez soin de vous.